Conférence. Conférence. Pas de rose sans épines. Aïe! D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce thème, parce que j'estime que s'il y a un besoin aujourd'hui, après les attentats qui nous ont tous endeuillés, après l'instrumentalisation une nouvelle fois de ces attentats, on avait déjà eu une instrumentalisation en janvier, c'est bien de créer les espaces de pensée, de ne pas rester seul face à l'ensemble de ces événements, d'échanger, y compris des thèses contradictoires, mais surtout de ne pas avaler un certain nombre de grilles explicatives toutes construites qui nous sont diffusées médiatiquement et vis-à-vis desquelles j'essaierai de montrer les enjeux, les implicites, mais également les conséquences. Si vous regardez aujourd'hui l'état du débat médiatique et sur les attentats, et sur l'origine de Daesh, et sur l'état d'urgence, vous avez toute une série de choses qui nous sont dites. Bref, on en parle dans tous les sens. Tout et n'importe quoi circule aujourd'hui. Et le fait que ça passe dans les médias, eh bien, nous amène à nous interroger sur les conséquences possibles de cela. Dans cette masse d'analyse qui donne l'illusion d'un sérieux, on peut repérer plusieurs tonalités. On peut repérer plusieurs postures récurrentes, plusieurs thématiques qui nous sont assénées de manière récurrente. Je voudrais en citer quelques-unes qui m'ont semblé les plus importantes. D'abord, des explications de type uniquement psychologique, pouvant renvoyer à l'idée que nous avons affaire, avec ces attentats, à simplement quelques jeunes qui pètent les plombs, renvoyant à des fragilités uniquement personnelles, ce qui permet bien entendu de ne pas interroger l'état de notre société. Ce qui permet de ne pas interroger le processus qui font que ces jeunes ont pu entrer dans des postures nihilistes comme celle qui se consiste à se faire exploser. La seconde récurrence, la seconde posture que nous rencontrons est une posture qui va renvoyer au culturalisme. Là, on va tenter de ramener les dimensions de violence à une religion. C'est-à-dire que nous aurions une violence qui serait consubstantielle à l'islam. Vous avez tous vu comme moi ces déclarations dans lesquelles on nous disait qu'il y a une religion avec des spécificités qui seraient différentes des autres religions monothéistes et qui, dans sa substance, eh bien, porterait cette dimension de violence. Troisième thèse, plus fortement présente, sans doute la thèse dominante, la thèse du virus extérieur. Autrement dit, tout ce qui nous arrive ne vient que de l'extérieur. Elle permet de ne pas interroger les liens, et je vous rappelle qu'interroger des liens, ça n'est pas excuser, ça n'est pas cautionner les liens entre les guerres qui sont menées par un certain nombre de grandes puissances occidentales, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Mali, etc., et le développement de ce type de mouvement. Cette thèse du virus extérieur permet également de ne pas interroger les conditions sociales et économiques des quartiers populaires, dont j'estime, et j'essaierai de le montrer après, j'estime que ces quelques jeunes, cette extrême minorité de jeunes qui sombrent dans le nihilisme, ne sont que la pointe avancée d'une souffrance sociale extrêmement importante qui, heureusement, ne prend pas la direction du nihilisme pour la très grande majorité des personnes. Bref, si l'on regarde ce qu'il y a de commun à tous ces discours médiatiques, et en particulier la thèse du virus extérieur, on peut comprendre qu'il y a derrière tout cela, derrière ce foisonnement, parce que là j'ai donné les grandes lignes, après ça prend une multitude de versions et de formes. On n'a-t-on pas entendu un sociologue nous dire que bien, les attentats n'étaient que le résultat d'individus qui avaient des relations incestueuses avec leur mère? Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Eh bien, ce qu'il y a de commun à tout cela, c'est les effets d'occultation d'un certain nombre de dimensions. Toutes ces thèses ont en commun de nous éloigner d'un certain nombre d'habitudes méthodologiques, d'habitudes de méthodes de compréhension. Elles nous amènent à éliminer la dimension socio-économique, comme si on pouvait expliquer ce qui se passe avec Daesh comme ce qui se passe avec les attentats, comme si on ne pouvait les expliquer sans prendre en compte la dimension socio-économique à l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale française. Elles nous éliminent, elles éludent également tous les facteurs géostratégiques explicatifs des guerres. Et bref, si l'on regarde de près,
eh bien, il s'agit de nier la responsabilité des pays occidentaux dans la déstabilisation du monde d'aujourd'hui. Alors je vais tenter de remettre sur pied quelques éléments de base d'une analyse qui essaye de s'objectiver. Et le premier élément, tout étudiant de sociologie de première année l'apprend, tout militant, on va dire progressiste l'apprend dans sa pratique militante, il faut d'abord contextualiser pour comprendre. Et vous repérerez que vous avez de très nombreuses interventions dans les médias, comme dans le monde politique aujourd'hui, qui font fi de toute contextualisation. Ce que je vais tenter de décrire, c'est mon analyse de la situation mondiale aujourd'hui et les conséquences. Cette analyse, elle peut paraître pessimiste. Je suis loin d'être un pessimiste. Mais je pense qu'il faut que l'on regarde la réalité jusqu'au bout pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une réaction. Le contexte global de notre monde, le contexte mondial, c'est un contexte qui ne peut se comprendre sans prendre en compte les grandes transformations que nous avons vécues ces dernières décennies. Et comme première grande transformation, la disparition de tous les équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale. La fin de l'organisation du monde tel qu'il était fait après 1945, entre une opposition, une guerre froide entre l'Est et l'Ouest. La disparition des pays de l'Est vient bousculer complètement l'agenda, les objectifs et les stratégies possibles pour un certain nombre de grandes puissances. Elle les amène à considérer qu'il n'y a plus de contrepoids pour limiter, comme elles ont pu le faire dans le passé, pour limiter leur soif de profit. Bref, nous avons un monde dans lequel ce système qui est basé sur le profit va jusqu'au bout de sa logique, retrouve des dimensions de pureté théorique, avec cette idée qu'on peut se passer de toute intervention de l'État, on peut se passer de toute régulation, on peut se passer de tout droit dans chacune des nations. Et donc on a, c'est ce qu'ils appellent la mondialisation, cette idée d'une dérégulation globale de l'ensemble des règles mondiales. Pour cela, règles mondiales qui, je vous le rappelle, ont été acquises par les luttes de libération nationale, par les combats pour une augmentation du prix des matières premières, par toute une série de théorisations sur qu'est-ce que c'est que des rapports économiques. Vous avez vraiment un problème avec vos banderoles. Hein. Et le premier effet de cette tentation d'un monde sans régulation, ni politique, ni économique, etc., c'est le retour d'une concurrence absolue entre des gens qui, auparavant, pouvaient être alliés pour s'opposer à l'ennemi rouge qui était en face. Et cette concurrence absolue, eh bien, elle se joue dans les pays dans lesquels il y a des enjeux pour le XXIe siècle, et des enjeux énergétiques en particulier. Vous aurez repéré que, comme par hasard, c'est dans ces espaces-là, où il y a des enjeux énergétiques, qu'on voit fleurir un certain nombre de groupes qui utilisent l'islam pour faire passer leur marchandise, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une marchandise politique. Cette concurrence absolue, ce retour à la concurrence absolue entre puissances, eh bien, se concentre sur deux grandes régions. Mais à l'avenir, ça peut se développer ailleurs, qui sont le Moyen-Orient, qui est un élément incontournable. La nation, les puissances qui domineront le Moyen-Orient, domineront en grande partie le monde, du fait des richesses en pétrole et en gaz. Nous sommes donc dans une nouvelle phase, un peu comme à l'époque du Congrès de Berlin qui a lancé la colonisation. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle phase de redécoupage du monde. Pas forcément dans les formes d'une occupation, mais en tout cas dans des formes qui annoncent, j'espère me tromper, mais je pense qu'il n'y a aucune raison que les guerres actuelles soient les seules. On pourrait regarder du côté de l'Algérie et se dire, voilà quand même un espace qu'on gagnerait bien à aller déstabiliser. En fait, ceux qui sont visés, ce sont deux types d'États. D'une part, les nations qui ont des richesses, et d'autre part, des nations qui ont suffisamment d'espace, donc c'est le cumul des deux qui vous désigne les cibles de guerre, qui ont suffisamment d'étendue pour qu'effectivement ils puissent aller vers une résistance
à ce nouvel ordre qui tente de s'imposer. Indépendamment des analyses que l'on fait sur les chefs d'État de ces différents États, on peut comprendre que le monde va vers des dimensions de guerre si l'on accepte, si nous ne sommes pas capables d'arrêter cette course à la déstabilisation d'État. En réalité, nous sommes de nouveau, comme au début du siècle dernier, dans une tentative de balkanisation d'un certain nombre d'États. L'Irak, État unitaire, est aujourd'hui éparpillé en plusieurs morceaux. La Libye, État unitaire, est éparpillé en plusieurs morceaux. La Syrie peut demain être éparpillée en plusieurs morceaux. Le Soudan a été divisé en deux. On sait que pour le Congo, il y a des projets également se disant c'est trop grand comme État, il faut absolument l'éparpiller. Et tout cela suppose, pour que ça soit possible, un certain nombre de guerres. Ayant en tête également ce qui s'est passé en Yougoslavie dans le passé, indépendamment, encore une fois, des analyses que l'on pouvait faire sur les pouvoirs et les chefs d'État qu'il pouvait y avoir. C'est dire que la question qui est la nôtre n'est pas de soutenir tel ou tel régime. C'est pas du tout cette question. Et d'ailleurs, on voit bien comment certains essayent de nous coincer dans cette question. Dès que l'on dit non à la guerre, on nous dit donc vous soutenez Assad, donc vous soutenez... C'est pas ça la question. C'est de s'opposer à la destruction d'États pour les balkaniser. C'est d'autant plus important que ces grandes puissances sont confrontées à une autre difficulté, qui sont l'arrivée sur le marché, sur le marché de la concurrence des puissances dites émergentes, la Chine, le Brésil, etc., qui, elles, ont également besoin d'accéder à ces ressources. Et une concurrence forte, de nouveau, est mise en place. Et une des manières d'entrer dans cette concurrence, en particulier des USA, mais également de l'Europe, et en particulier de la France, c'est de prévenir, par des coups d'État, par des guerres, de prévenir les contrats, les accords possibles avec un État comme la Chine ou avec d'autres États. Là aussi, il ne s'agit pas de dire la Chine c'est mieux que les autres, mais juste de constater que pour s'opposer au développement des émergents, aux stratégies commerciales des émergents, eh bien on est prêt à faire la guerre, et c'est toujours les peuples qui payent la guerre. La seconde source des nouvelles guerres coloniales, outre l'accès direct aux matières premières, c'est le barrage de l'accès à ces matières premières pour les puissances émergentes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ça peut paraître loin de la Syrie, de Daesh, etc. Et non, parce que si l'on ne prend pas en compte ces dimensions-là, on ne peut pas saisir d'où le terreau, d'où peut naître des mouvements aussi réactionnaires, aussi sanglants, aussi terroristes que Daesh. On a là aussi sur Daesh et sur les origines de Daesh un débat qui est complètement lunaire, quand on écoute bien. En réalité, il est lunaire parce qu'on ne veut pas introduire dans l'analyse les conséquences des guerres que nous menons. Jamais Daesh ne pouvait naître si la société syrienne, si la société irakienne était comme elle était avant ces guerres. Il faut donc prendre en compte cette dimension de sous-estimation. Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre société où nous sommes devant une sous-estimation massive. La guerre d'Algérie, pour la plupart des Français, a été entièrement sous-estimée dans ses conséquences. Plein de Français sincères ont pu croire, pendant des années, à la fin c'était différent, pendant des années, que c'était des événements, qu'on avait affaire à quelques terroristes, etc., alors que c'était tout un peuple qui se battait, et surtout, alors qu'on bombardait au napalm, qu'on déplaçait des centaines de milliers de personnes, qu'on massacrait, qu'on faisait des massacres de masse, et pourtant, ici, le discours médiatique et politique permettait de faire passer l'idée que les conséquences n'étaient pas si graves. Ceux qui sont sceptiques, lorsqu'on leur dit qu'il y a du lien entre la déstabilisation totale d'une société et l'émergence de groupes fascisants comme Daesh, eh bien, doivent s'interroger sur leur cécité vis-à-vis des conséquences de ces guerres. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces guerres sur les sociétés irakiennes et syriennes? C'est d'abord la destruction de toutes les infrastructures. Eau, gaz, électricité, routes. En l'espace de quelques mois,
une nation se retrouve sans aucune infrastructure. Ça, c'est le premier effet matériel très concret. Seconde dimension, les structures sociales de base des sociétés irakiennes et syriennes volent en éclats parce que ça provoque des déplacements de population qui séparent les familles, qui séparent les mécanismes de solidarité de proximité, qui séparent les organisations qui permettaient de survivre dans la quotidienneté. Et donc on a une destruction des mécanismes habituels qui permettaient à un individu de supporter une misère, de supporter un moment difficile, de supporter, etc. Et là, pour l'Irak comme pour la Syrie, l'ampleur et la durée de la guerre sont venues détruire complètement ces dimensions-là. Et quand on vous dit qu'on va là-bas pour faire la guerre contre Daesh en bombardant, eh bien, on oublie toutes ces dimensions de conséquences. En réalité, nous sommes en présence de sociétés qui sont atomisées, de sociétés qui ont vécu une régression de plusieurs décennies, voire de près d'un siècle pour ces États. Dans ce contexte-là, ce sont tous les repères sociaux, éducatifs, temporels, quotidiens qui volent en éclats. Imaginez-vous la même situation dans la cité française où pendant plusieurs mois, du jour au lendemain, vous vous retrouvez en quelques semaines sans infrastructure, avec des familles déplacées, avec des réfugiés qui sont éparpillés, avec la disparition des mécanismes de solidarité. Ce sont des sociétés complètement atomisées. Jamais des mouvements comme Daesh n'auraient pu s'implanter si nous n'étions pas dans ce type de situation. Et donc oui, au risque puisque maintenant on a un monsieur Valls qui rêve de loi de pouvoir interner les gens sans qu'ils passent par le tribunal, au risque d'être internés, oui, nous sommes responsables de la naissance de mouvements comme Daesh. Et il faut le dire tel quel. Et il faut que le mouvement militant ait le pouvoir de le dire tel quel, parce que si nous ne le disons pas, nous ne pourrons pas combattre Daesh. Si nous ne le disons pas, nous ne pourrons pas parler des causes. Nous en serons sans cesse à être coincés dans les conséquences, avec la situation que vous avez pu voir. Si on ne parle que des conséquences, eh bien vous avez un consensus à l'Assemblée pour voter l'état d'urgence. Avec seulement 6 députés qui ont eu le courage, c'est tout à leur honneur, de s'opposer à cet état d'urgence. Sur le plan idéologique également, nous sommes responsables. Parce qu'en réalité, ces guerres ont été précédées d'une campagne idéologique pendant plusieurs décennies. On a, à coût de millions de dollars, parce qu'on voulait déstabiliser un certain nombre de régimes, mais aussi déstabiliser un certain nombre de courants d'idées. On a mené la guerre contre tous les courants venant de ces peuples, y compris quand ces peuples remettaient en cause leurs dictateurs, tous les courants venant de ces peuples qui étaient basés sur quoi ? Le panarabisme et le nationalisme arabe, le marxisme, le socialisme, le progressisme, le tiers-mondisme. Aujourd'hui, il est de bon temps de se moquer de toutes ces idéologies, de tous ces courants de pensée. Mais le fait qu'on ait détruit tous ces courants qui tentaient de construire, après on est d'accord ou non, il y a plein de débats là-dessus, moi je partage, pour beaucoup de ces courants, j'ai plein de critiques, mais n'empêche que c'était des courants qui ne se situaient pas dans une tentation de régression vers un État féodal. Et en détruisant cela, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a soif de justice, soif de révolte, soif de progrès social, soif d'amélioration, et qu'en même temps, on a détruit les canaux d'expression de ces espoirs, de ces révoltes, etc. Eh bien, on recherche un autre canal. Et ce canal, de gré ou de force, s'impose. Et jamais on aurait eu on aurait pu voir apparaître ce type de mouvement si nous avions eu d'autres modes d'approche. On avait, dans les années, jusqu'aux années 70, pour que ceux qui connaissent les débats dans les sociétés, on avait des débats, mais passionnés, entre les panarabistes, entre les marxistes, entre les tiers-mondistes, entre ceux qui prônaient une théologie de la libération musulmane. Et c'était plein de débats. Ça, on a tout cassé. Enfin, on a mené une campagne idéologique pour les éradiquer et on a laissé un vide comme cela. Ça sera ma première grande conclusion, c'est dans ce vide politique, idéologique, d'infrastructure, de repères pour la vie quotidienne que la graine de Daesh a pu prendre. C'est d'autant plus important qu'il faut y rajouter un autre processus, qui est le processus d'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Précisons d'emblée, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, compte tenu des discours sur l'islam que l'on entend dans les médias. Cette instrumentalisation ne touche pas que l'islam.
elle touche toutes les grandes religions monothéistes. Allez regarder le développement des sectes protestantes en Afrique et interrogez-vous sur leurs fonctions. On a au Congo des mouvements d'extrême droite se revendiquant du christianisme et faisant exactement les mêmes pratiques que Daesh en Syrie. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que l'on a besoin d'agiter. Si dans ce pays c'est l'islam qui est majoritaire, c'est ce visage que ça prendra. Si ailleurs c'est le christianisme. Et puis, comme exemple d'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, enfin de la religion à des fins politiques, on a le plus grand exemple, l'État sioniste. L'État sioniste, qui est l'exemple étatique de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. C'est également quelque chose de pas nouveau dans l'histoire de nos sociétés. L'époque coloniale a connu cette instrumentalisation de l'islam. On a eu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, une opposition entre des musulmans qui étaient utilisés pour justifier la colonisation et d'autres qui s'inscrivaient dans une dynamique d'émancipation sociale et nationale. Et donc, ça n'est pas la première fois que le projet réactionnaire se couvre du discours religieux. Et ceux qui dominent notre monde, les classes dominantes, savent très bien ce qu'elles font, et la confusion est bien entendu volontaire. Ayons en tête également que dans la chronologie d'émergence de ces différents groupes, on a quelques points de repère. Et même quelques points de repère qui sont aujourd'hui avoués par, en particulier, les États-Unis et leurs organismes et leurs services de sécurité. Il y a en particulier, nous le savons tous, ce que l'on peut appeler le basculement afghan. Encore une fois, il ne s'agit pas de regretter qui que ce soit comme État, etc. Mais dans l'opposition à l'Union soviétique, eh bien, les États-Unis ont volontairement instrumentalisé l'islam à des fins politiques. On a propulsé des groupes fascisants en disant que c'était des libérateurs. Et on les a mis en avant, et ça va jouer pour longtemps après, dans la déstabilisation du monde. Ces groupes, on le sait par des travaux qui ont été menés, vont passer d'un endroit à l'autre en fonction des besoins de déstabilisation. On nous parle aujourd'hui de Daesh qui arrive en Libye. En fonction des besoins de déstabilisation que nous avons, vous avez une circulation d'un certain nombre de ces personnes. La seconde arme que l'on peut repérer également, comment ont-ils fait pour opérer ce basculement afghan? Eh bien, ils sont appuyés sur un vieil allié, un grand ami de la France, des États-Unis, etc., l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui va être le financeur de ces différents groupes. Et puis ensuite le Qatar, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, on a des rapports de la CIA, vous savez, c'est l'intérêt de la CIA, c'est qu'ils rendent public, 15 ans après, 20 ans après, ils rendent public ce qu'ils ont fait 15 ans avant et 20 ans après. 3 ans. Hein, 3 ans, ouais. Si je vous avais dit ça, il y a 15 ans, on m'aurait traité de théorie du complot. Aujourd'hui, je peux vous donner les références où vous allez voir qu'effectivement, se pensait dans les think tanks et donc en conseil au gouvernement américain, nous avons intérêt à faire monter l'islam radical, ils l'appelaient comme ça, ils annoncent la stratégie. Or, si on prend en compte cette dimension-là, eh bien, ne soyons pas surpris de l'existence dans ces pays, de ces groupes et de leur capacité de développement. Ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a de commun à tous ces groupes, de Boko Haram, à Daesh, etc. Regardons ce qu'il y a de commun. Et est-ce que ce commun embête réellement les grandes puissances qui tentent de maximiser leurs profits? On a d'abord un point commun que trop peu de personnes vont regarder, il faut lire leurs textes. Il faut lire leurs programmes. Et en particulier leurs propositions économiques. Tous ces groupes nous proposent la disparition de toute règle en économie. Ils sont partisans de l'ultralibéralisme. Dieu a fait le monde pour qu'il commerce. Voilà leur interprétation. Alors quand on voit l'interprétation d'autres musulmans progressistes, etc., on voit bien qu'il s'agit d'une instrumentalisation. Ça ne gêne personne. Que l'Arabie Saoudite soit un de nos alliés avec qui on fait du commerce, ça ne gêne personne. Et pour les groupes, différents groupes terroristes, eh bien, ils sont pour le libéralisme absolu. Sur le plan politique, maintenant, ils nous avancent une théorisation qui n'est pas neutre. Ils nous disent « les nations sont dépassées ». Et elles sont dépassées par le haut
en mettant en avant et en récupérant et en volant le concept de Oumma, qui n'est en fait que la communauté des croyants. Jamais la Oumma a signifié, enfin, elle n'a été interprétée comme étant la disparition des nations. Là, il nous le propose comme disparition des nations, donc une négation des nations par le haut, d'où leur concept d'un État qui recouvrirait Syrie, Irak, toute la région. Et négation des nations par le bas, c'est la multiplication des Émirats. Hein, vous savez, des entités... qui a intérêt à ça aujourd'hui? De nouveau, nous allons avoir une convergence objective d'intérêts entre la destruction de ces nations portées par ces groupes et les intérêts d'un certain nombre de grandes puissances d'Europe et des États-Unis. Et puis, troisième niveau du programme de ces groupes, une conception dirigiste de l'être humain, refusant le libre arbitre, refusant les débats contradictoires et même les débats théologiques. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de débat sur comment tu interprètes l'islam et moi je ne le comprends pas comme toi et moi je fais partie de tel... Il n'y a pas ce débat-là. Ce débat-là est interdit. C'est un signe de caractère impie et donc c'est une conception, un modèle de soumission à l'autorité. Moi, quand je vois les tentations sécuritaires ici, je me dis, c'est pas la même chose, mais il y a un air de famille. Hein. Il y a un air de famille. Quand j'entends une ministre de l'Éducation nationale en janvier nous dire, si un élève vous dit « je suis pas Charlie », il faut le signaler, c'est inadmissible, il n'a pas le droit de le dire. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est la même chose. J'essaye juste de regarder des logiques. L'analogie, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, ça veut dire que je regarde des choses qui peuvent se ressembler. Ça sera ma seconde conclusion. En réalité, ces différents groupes terroristes ne font pas peur aux ultralibéraux qui sont au pouvoir dans un certain nombre de pays. Au contraire, ça marque une convergence d'intérêts. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne leur feront pas la guerre, mais c'est important d'avoir ça en tête. Le commerce ne s'arrête pas. On continue à acheter du pétrole même à Daesh. Le commerce, ça continue. Mais ça, c'est que le premier grand aspect de la situation. C'est ce qui va nous permettre de comprendre que nos politiques de guerre suscitent une offre de terrorisme, une offre de nihilisme. Mais si on s'arrête à ça, on ne peut pas comprendre pourquoi nos jeunes, et je fais exprès de dire nos jeunes, c'est-à-dire que celui qui dit « moi, mon enfant est vacciné », eh bien qu'il fasse attention, nos jeunes peuvent, à certains moments, être attirés vers ce nihilisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement à comprendre pourquoi nos interventions provoquent une offre de terrorisme et de nihilisme, on a à comprendre aussi qu'est-ce qui fait que les oreilles de nos enfants, pour certains d'entre eux, peuvent les écouter. Ça, ce débat, il est tabou dans nos sociétés. Et il faut le poser. Nous n'avons pas affaire à des jeunes dont les comportements seraient inexplicables. Nous avons affaire à des jeunes qu'on aurait, si on avait posé le débat avant, qu'il faut prendre à temps et qui ont une révolte qui est instrumentalisée et récupérée. Bien sûr, quand je dis cela, parce que vous imaginez ce que je peux entendre depuis que j'ai écrit ces derniers articles, théorie du complot, etc. Il ne s'agit pas de cela. Je ne pense pas qu'il y ait un plan volontaire, calculé, etc. Mais la simple recherche d'une maximisation des profits conduisant à des dans les quartiers populaires que ça réagit le plus. Je voudrais juste décrire ce qui, selon moi, est en train de se passer dans les classes populaires, pas depuis hier, depuis maintenant plusieurs décennies, que je décrirai en 5 processus, 2 processus concernant l'ensemble des habitants des quartiers populaires et l'ensemble des classes populaires, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, et 3 processus concernant la composante issue de l'immigration de ces quartiers populaires. Le premier processus est un processus de paupérisation véritablement massif. On en parle tous les militants en parlent, mais parfois on en parle sans mesurer ce que ça peut réellement signifier. Je le dis comme je le pense, nous souffrons dans ce pays, et je me mets dedans, je mets tout le monde dedans, même si j'ai une pratique qui qui tente de combler cela, mais pour plein de raisons, pas pour des raisons morales, c'est pas de la critique des militants que je fais, nous sommes dans beaucoup de situations déconnectées de la réalité des quartiers populaires. Nous pouvons percevoir cette paupérisation théoriquement, mais nous ne la percevons pas sur ce qu'elle produit concrètement. Et je pense que là, on souffre beaucoup de cette juxtaposition du monde militant et des classes et quartiers populaires. Je pense que depuis
plus de 3 décennies, cette paupérisation est en cours, mais que depuis une décennie, nous atteignons des seuils qualitatifs de dégradation qui sont extrêmement importants et qui décomposent la vie quotidienne, qui amènent un certain nombre de jeunes à ne plus être dans l'espoir social. Le second niveau, eh bien, c'est le processus de précarisation. Vous avez d'autres jeunes qui ont effectivement accès au travail, mais à un travail qui empêche de se projeter. Un travail qui empêche, hein, c'est les CDD, les intérims, etc. Si vous comptez la distance entre la sortie du système scolaire et l'entrée dans l'emploi stable, pour certains jeunes, nous en sommes à des moyennes de 15 ans. Dans toute cette période-là, eh bien, c'est la projection qui est impossible. Tôt ou tard, pour une minorité de ces jeunes, heureusement, ces deux processus-là conduisent vers le basculement. Surtout qu'il faut rajouter maintenant des processus qui ne concernent pas l'ensemble des classes populaires, mais la partie de ces classes populaires qui est issue de l'immigration postcoloniale, pour faire vite les Noirs et les Arabes. Et le premier processus, donc le troisième processus, et le premier qui concerne cette composante, c'est le processus de discrimination. Largement sous-estimé encore dans nos sociétés. Et pourtant, nous avons maintenant un certain nombre d'études qui tentent de le quantifier. Je ne vais pas citer mes travaux et mes recherches, on dira qu'elles sont trop engagées. Je vais vous citer l'enquête du Bureau international du travail. On ne peut pas dire qu'il soit de gauche, d'extrême gauche, radical, etc. Bureau international du travail. Enquête par testing, 4 employeurs sur 5 préfèrent le candidat du groupe majoritaire, donc non issu de l'immigration, au candidat du groupe minoritaire. Des personnes, dans les couples de testeurs, c'était des Noirs et des Arabes. Ça veut dire que nous sommes devant un processus de discrimination systémique, structurelle. Et que pour ces jeunes, leur trajectoire d'entrée dans la vie adulte, c'est de se voir rappeler qu'en tant que musulman, il n'est pas un Français exactement comme les autres, qu'en tant que Noir, il n'est pas exactement un Français comme les autres, qu'en tant qu'Arabe, il n'est pas exactement un Français comme les autres. Quand je dis arabe, vous mettez arabo, berbère, etc. etc. Bien sûr, il ne s'agit pas d'éliminer la diversité des situations. N'empêche que nous sommes devant ce processus de discrimination massive, qui commence très tôt, qui commence dès la recherche du premier stage, en 4e. C'est le premier moment où on est adolescent, on a 14 ans, 13 ans. On s'aperçoit que j'ai plus de mal que mes copains à trouver un stage. Et je finis au centre social et il y a 8 personnes qui font le même stage au même endroit, parce que c'est le seul espace qui les accueille. Et donc, on est là, très tôt, dans la trajectoire d'un certain nombre de jeunes, dans l'idée, dans le développement de cette idée que, dans cette société, je ne suis pas considéré comme un Français comme les autres. Le monde progressiste, le monde militant, est dans la sous-estimation totale de cela. Parce qu'il fonctionne sur un modèle où il refuse de prendre en compte la spécificité de cette immigration. Vous l'avez tous entendu fréquemment. Pour nous rassurer, on va dire « Mais oui, mais avant, il y a eu les Portugais, les Espagnols, les Polonais. Eux aussi ont souffert, et puis après, ben, ça a passé. » Sauf que, justement, ça passe pas. La différence entre l'immigration post-coloniale et les immigrations antérieures, ce n'est pas le degré de violence. Les immigrations antérieures ont vécu de la violence. Ils ont vécu de la xénophobie. Je vais toucher du bois. Les Italiens, par exemple, ont vécu des violences encore plus fortes que ce que les populations maghrébines ou noires vivent aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a eu une chasse à l'homme à Aigues-Mortes. On n'a pas encore eu ça pour les populations. Donc ce n'est pas l'ampleur de la violence. Ça, les violences et les discriminations existent dans le passé. Mais par contre, pour toutes ces immigrations, ça s'est arrêté aux parents. Les enfants ont été regardés comme des Français. Pour la première fois dans l'histoire de la cité française, nous sommes face à une population qui a beau être né français, qui a beau être petit enfant de français, à partir du moment où un signe, un prénom, un foulard, etc., montre une autre origine de quelque... Eh bien, qui sont étrangéifiés, regardés comme étrangers. Il y a une transmission transgénérationnelle du stigmate xénophobe. Là où dans le passé, nous avions une xénophobie qui s'arrêtait à une génération. C'est-à-dire que ce stigmate renvoyant en dehors de la nation, eh bien, ce processus-là s'intègre très tôt pour plein de jeunes dans nos quartiers populaires.
Autre processus qui se surajoute à ça. Je vous dis tout ça tout simplement pour ceux qui sont étonnés. Vous savez, on avait entendu, mais c'est incompréhensible, d'un seul coup, il y a quelque chose d'irrationnel, etc. Non. Je relisais un texte que j'ai écrit il y a 8 ans où ces processus étaient décrits et où, dans les scénarios de conséquences possibles, j'ai essayé de ne pas penser à ça. Je disais, attention, dans l'absolu, ça mène à ce type de comportement. L'autre processus, eh bien, c'est le processus d'ethnicisation des grilles explicatives. Non seulement je vis des discriminations, mais en plus, quand j'allume ma télé pour expliquer mon comportement, on nous l'explique de manière ethniciste. Rappelez-vous, novembre 2005, explosion de 400 quartiers populaires pendant 21 jours, la plus grande révolte depuis la Commune de Paris. On aurait pu s'attendre à avoir des débats sur c'est quoi, c'est économique, c'est la pauvreté, c'est quoi, c'est les contrôles de police. On n'a pas eu ça. L'essentiel des explications qui nous ont été données étaient des explications, en particulier la polygamie. Un célèbre ministre s'est fait connaître en nous disant, eh bien voilà, c'est la polygamie des familles noires. 8000 familles polygames en France peuvent faire exploser 400 quartiers populaires pendant 21 jours. Ils sont balèzes. Hein. Je ne vous parle pas de toutes les explications de type culturaliste et ethniciste qu'on a eues sur toutes les autres questions. Le foulard, quand même, cette atteinte à la République, à la laïcité, etc., eh bien, ce foulard, ça ne pouvait pas être quelque chose qu'on explique par le choix des personnes ou même par des processus sociologiques. C'était quelque chose qui est lié à leur culture, à leur religion, imposée par les frères et les pères. Et donc, à chacune des questions, nous avons eu des grilles explicatives culturalistes. C'est pour cela qu'on ne peut, même la montée de Marine Le Pen, si on ne prend pas en compte tous ces facteurs-là, on ne pourra pas comprendre. Voilà 30 ans que l'on désigne, que l'on cautionne des grilles culturalistes de lecture. Ne nous étonnons pas que ça provoque, d'un côté, une coupure avec une partie de la population qui est musulmane, réelle ou supposée, et de l'autre côté, pour une autre partie de la population, eh bien, qu'elle considère qu'effectivement, je dois voter pour le parti qui lui apparaît comme le plus anti-musulman, qui est perçu par elle comme le plus anti-musulman. Ces processus-là sont des processus liés. Nous allons payer cher si nous ne réagissons pas à cela, cette culturalisation de l'explication. Je le dis parce que la gauche et l'extrême gauche a participé à cela. Et il faut qu'on interroge nos responsabilités. On a eu des militants qui ont participé, des partis politiques qui ont participé à cette idée que le foulard ne pouvait être qu'un signe d'oppression des femmes. Et ça a contribué à produire tout cela. Et donc, ce processusisation des grilles explicatives, elle est d'une violence énorme parce que non seulement je ressens une inégalité, mais en plus, on m'explique mon inégalité par moi. C'est donc le chômeur qui est responsable de son chômage, c'est donc le discriminé qui est responsable de la discrimination qu'il vit, et cette dimension, c'est insupportable, c'est beaucoup plus douloureux que la discrimination en tant que telle, puisque c'est renvoyer la responsabilité aux personnes. Le troisième processus qui se surajoute à cela, et là-dessus, là aussi, il va falloir qu'on soit très au clair là-dessus, sinon nous allons avoir des processus incontrôlables, eh bien, c'est la mise sous surveillance des quartiers populaires. Là aussi, comme les militants n'habitent plus beaucoup dans les quartiers populaires, on sous-estime ce que ça veut dire que le rapport à la police dans les quartiers populaires. Quand les jeunes vous disent on s'est fait contrôler 3 fois dans l'après-midi, c'est vrai. C'est pas une exagération. Et ces contrôles dans les quartiers populaires, ça donne quoi? Ben, des pratiques d'humiliation. C'est des pratiques dans lesquelles un certain nombre de personnes se sentent complètement déniées de leurs droits. Si vous prenez en compte ces 5 processus, eh bien, vous pouvez comprendre que ça a un certain nombre de conséquences. La première conséquence, on pourrait s'en rassurer, moi je m'en rassure en tout cas, mais je ne peux pas m'arrêter là. La première conséquence, ça n'est pas d'aller vers Daesh. La première conséquence, c'est l'autodestruction. Mais ça, on n'en parle pas parce que ça ne remet pas en cause un certain nombre de choses. Ça ne remet pas en cause l'état de notre société. Le nombre de jeunes qui sont dans des comportements d'autodestruction, qui se font mal à eux-mêmes, qui font mal à leur entourage, qui font mal à leurs voisins, parce qu'effectivement, quand je n'ai pas d'espoir, eh bien, je me retourne vers les éléments de proximité. Eh bien oui, on a de nombreux jeunes qui sont là-dedans. Pas parce qu'ils sont sauvages, pas parce qu'ils sont musulmans, pas parce que... non, parce que la violence, n'importe lequel d'entre nous qui vivrait cette violence-là, les processus que j'ai décrits, sans avoir
sans avoir de perspective d'en sortir ou d'espoir d'en sortir, eh bien, vivraient la même chose. Quand Frantz Fanon décrit, c'est d'une actualité brûlante, quand Frantz Fanon décrit la question de la violence, il nous dit bien, lorsqu'effectivement, nous n'avons pas une structuration, une organisation nous permettant de comprendre la situation, de comprendre la cible aussi de nos problèmes, qu'est-ce qu'il se passe? Rappelez-vous ces belles phrases, le noir tue le noir, l'arabe tue le noir, et je rajouterai le prolétaire tue le prolétaire, le pauvre tue le pauvre. C'est-à-dire que la violence qui n'a pas de cible va se retourner contre soi. Et donc nous sommes tous un peu responsables de ce qui se joue ici, les uns par leur guerre et par leur politique économique, et les autres pour ne pas avoir réussi à penser, et quand je dis responsable, ce n'est pas de la morale, réussi à nous dire, attention, le décalage avec les quartiers populaires est porteur d'un accroissement des difficultés. Et c'est dans ce processus global de violence que vivent les quartiers populaires qu'une minorité des jeunes, une extrême minorité, peuvent être tentés par le nihilisme. Et c'est important de relier ces comportements-là à tous les autres comportements de réaction à ces situations-là. Je dis souvent, ouvrons la porte des asiles psychiatriques. Regardons l'origine sociale de ceux qui sont en hôpital psychiatrique. Regardons les origines culturelles de ceux qui sont en hôpital psychiatrique. C'est pas parce que les pauvres blancs, les arabes et les noirs auraient un gène ou une fragilité dans leur cerveau. C'est parce que l'épreuve vécue est particulièrement forte. Et donc il faut avoir en tête ces dimensions-là et prendre en compte toutes ces dimensions-là. Le résultat de ce processus, c'est donc une pyramide dans laquelle l'extrême bout va basculer vers le nihilisme. Les attentats ne sont pas un virus extérieur. Pour que de tels attentats puissent avoir lieu, il ne faut pas seulement interroger l'offre de Daesh, mais aussi la demande de nihilisme qui vient de ces inégalités. Alors si on prend en compte tous ces facteurs-là, eh bien, je voudrais conclure pour laisser la place au débat en l'existence de 4 besoins, et ça nous montre l'ampleur du chantier. L'ampleur du chantier, moi je suis optimiste, tôt ou tard, ces besoins seront pris en compte. La seule question qui nous est posée, c'est si nous ne sommes pas capables, ensemble, de poser un certain nombre de questions, eh bien, on va, avant d'arriver à un nouveau dynamisme, eh bien, on va payer cher les choses. C'est la question du coût, mais tôt ou tard, les choses vont rebondir. Le premier besoin, c'est le besoin d'organisation dans les quartiers populaires. C'est le besoin de militantisme dans les quartiers populaires. Le besoin de présence dans lequel, et avec des opinions et des grilles d'analyse, quelles qu'elles soient, le besoin de remettre de l'organisation dans les quartiers populaires. Ça interroge plein de stratégies pour ceux qui appartiennent à un parti ici. La stratégie de faire la politique en centre-ville, la stratégie d'aller dans les quartiers qu'au moment des élections, ça interroge plein. La stratégie de venir dans les quartiers pour dire on a la solution, au lieu d'être dans l'organisation des personnes, ça interroge plein de choses, donc ça nous oblige à un regard critique sur nous. La seconde dimension, aussi importante, le second besoin, aussi important que le précédent, et même plus urgent, parce que sur celui-là, il y a intérêt à agir très rapidement, c'est le besoin d'un mouvement anti-guerre. Pour la première fois depuis des décennies, on n'a jamais eu une situation où la France était engagée dans autant de guerres, avec aussi peu de réactions, avec le vote. Rappelez-vous quand même, en janvier, on fait voter la poursuite de la guerre en Irak. Et on le vote à l'unanimité quasiment. Ici, on a un quasi-consensus sur la Syrie. Mais on devrait être dans la rue. On devrait avoir un mouvement qui réagisse là-dessus. Et c'est un indicateur de l'état de la cité française. Bien entendu, il ne s'agit pas que toute la France soit anti-guerre, on le sait très bien, mais qu'il n'y ait même plus de mouvement anti-guerre, il faut s'interroger. Il faut le questionner. Le troisième élément de besoin, c'est le besoin d'une éducation populaire qui mène le combat idéologique, qui refuse, mais là aussi, il y a du boulot, qui déconstruit les explications culturalistes, qui s'oppose lorsqu'on nous dit, qui s'oppose théoriquement, idéologiquement, qui mène le combat lorsqu'on nous dit les jeunes filles qui portent le foulard, c'est imposé, alors que ça ne tient pas. Qui fait la même chose lorsqu'on nous dit mais oui, mais en Afrique, les guerres, c'est tribal. Imaginez-vous que l'on explique, par exemple,
Le conflit des Bérets, je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je le dis, je l'ai fait de manière humoristique. Hein. J'ai écrit un article dans lequel j'expliquais la guerre tribale des Bretons, les Bérets rouges. Hein, donc je disais que c'était une révolte de l'ethnie bretonne. Alors, on ne m'a pas pris au sérieux, bien sûr, mais c'était la volonté de... Et pourtant, on explique des conflits entiers en Afrique sur les dimensions ethniques, tribales, etc. Eh bien, quelle est la réponse à ça? En quel endroit a-t-on des espaces dans lesquels on va construire cette contre-offensive? Nous avons besoin d'une éducation populaire de ce type-là. Et enfin, je le pense, et ça c'est le plus long à mettre en place, nous aurons besoin, tôt ou tard, de nous poser la question de la solidarité matérielle. En attendant que le rapport de force change les politiques publiques, oui, nous aurons besoin de dimensions de solidarité matérielle qui cassent les isolements, qui cassent, etc. Parce que je vous signale qu'un parti comme le Front National, il le fait. Hein. Ils ont des associations où ils investissent les restaurants du cœur à certains endroits, dans dans cette proximité de « je t'apporte du matériel », ils gardent du lien, pour un certain nombre d'entre eux, avec les plus pauvres. Alors, ça peut paraître énorme, mais peut-être que dans la complexité de notre situation, dans la régression généralisée qui est la nôtre, peut-être que pour la première fois, on sera contraint de regarder la réalité en face. Ça dépend de nous tous. Il faut prendre en compte ces quatre besoins, sortir de nos querelles secondaires pour nous poser la question de comment on construit ensemble. Merci.